Ça commence par un D, ça termine par un R, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, nous sommes bientôt 60 000 sur cette chaîne YouTube. Un petit coup de pouce, allez en bas, cliquez sur j'aime également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et la France est en berne. La France est déprimée, la France en a ras-le-bol de cette classe politique corrompue, de vendus, de magouilleurs, de politiciens. Enfin bref, les adjectifs ne suffiraient pas, en tout cas tous ceux de mon imagination ne suffiraient pas à les qualifier. La France n'a plus de gouvernement. La France a-t-elle déjà eu d'ailleurs un gouvernement depuis ces 50 dernières années, puisqu'elle a été plutôt gouvernée par des technocrates, par l'Union européenne, enfin bref, par tout un tas de personnes qui ne voulaient pas ni le bien de la France, ni le bien des Français. Mais aujourd'hui, chers amis, nous n'avons plus du tout même de gouvernement fantoche et nous nous retrouvons avec très certainement le spectre de nouvelles élections qui s'approchent. Et donc, mes amis, il s'agirait d'en faire rapidement le résumé. Alors, effectivement, le résumé, pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu, en quelques heures, on a tout eu. On a eu le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. On n'a pas bien compris pourquoi est-ce que Bruno Retailleau était pour, mais il était contre le gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en profite, hein, c'est la Saint-Bono, paraît-il. Donc, joyeuse fête hein, à Bruno Retailleau, mais également à Bruno Le Maire, hein, qui, grâce à cette nomination très rapide, pourra toucher quand même des indemnités assez rondelettes hein, en tant que ministre des Armées qu'il n'a jamais été, puisque effectivement, ça permet quand même à des ministres de se goinfrer hein, sur notre dos, sur le dos des URSSAF que nous payons, en tout cas que moi je paye, et sur le dos de vos cotisations sociales. Alors, il va falloir faire un résumé un petit peu de ce qui s'est passé très rapidement parce que c'est pas le plus intéressant. Même s'il y a quelques éléments très utiles à savoir sur Bruno Retailleau, hein, qui est le personnage central de l'histoire en vérité et qui a fait le baiser de la mort à Emmanuel Macron et également Sébastien Lecornu. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir aussi faire un peu de la prospective, savoir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'il va se passer et voir un petit peu les changements de position de certains partis politiques qui étaient des partis politiques d'opposition factice, hein, d'opposition contrôlés et qui peut-être sont en train de se réveiller, même si j'ai mes doutes, mes amis. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est d'aller explorer un peu tout ce qui a été caché, tout ce qui a été dit très rapidement pour que surtout pas vous puissiez le comprendre et de comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière en vérité hein, cette coupure entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. Alors mes amis, on va commencer par le fameux gouvernement. Alors le gouvernement qui a été nommé hein, hier soir, c'était formidable. Alors à l'heure à laquelle je vous parle, puisque maintenant à chaque minute qui passe, il peut y avoir d'actualité, nous sommes donc le 6 octobre à 13h07, hein, que vous sachiez un peu où j'en suis moi dans ma journée, parce que pour vous faire une vidéo comme ça, j'ai intérêt à être connecté à 24/24. Alors, hier soir, Sébastien Lecornu, Premier ministre de son État, a décidé de nous nommer un gouvernement. Et dans ce gouvernement, vous reconnaissez les mêmes têtes hein, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Rachida Dati, hein, quand même, qui est renvoyée à un procès pour, alors je sais plus, je crois que c'est les affaires Renault-Nissan, hein, donc elle a touché de l'argent, mais elle dit que c'est pas de l'argent ou que c'est en tout cas pas des affaires de lobbying alors qu'elle était députée européenne, que c'était quelque chose lié à son cabinet d'avocat. Bref, en tout cas, elle est renvoyée pour un procès, mais ça ne l'empêche pas d'être ministre de la Culture, reconduite dans ses fonctions. Alors Manuel Valls, hein, évidemment, hein, qui est toujours parmi nous. Hein, Manuel Valls, quand il fait noir, lorsqu'il fait obscur, vous avez une ombre derrière vous dans la rue, ne vous inquiétez pas, c'est Manuel Valls. Et puis on avait les mêmes que d'habitude, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, Elisabeth Borne à l'éducation nationale, enfin bref. Donc c'est un gouvernement de recyclage. Dans ce gouvernement de recyclage, on a retrouvé Bruno Le Maire. Ah, Bruno Le Maire, qui, il y a 2 semaines, je vous rappelle, avait déclaré: «Il est totalement exclu que je retourne au gouvernement», je vous mets ici l'article, «j'ai fait le choix en juin 2024, après notre défaite aux élections législatives, de me mettre en retrait de la vie politique». Eh bien, le retrait, hein, c'est une notion que, a priori, Bruno Le Maire ne maîtrise pas. Cet homme qui a écrit un nombre incalculable de livres lorsqu'il était ministre pour nous parler notamment des attributs très intimes de sa femme, eh bien, finalement, hein, a été nommé ministre des Armées. Et c'est là que ça a commencé. Alors n'oubliez pas hein, Bruno Le Maire, heureusement finalement qu'il n'a pas été ministre des Armées, puisque c'est lui qui déclarait le 1er mars 2022, comme vous le voyez ici, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors imaginez, hein, si vous lui donnez un bataillon, une armée, il aurait été capable de provoquer l'effondrement de l'économie française et également hein, de l'armée française. Nous aurions connu un juin 40 bis, les Russes auraient été à Paris en non pas 2 semaines, mais en 15 minutes, parce que les moyens de communication et les moyens de déplacement sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, évidemment, tout ça a mis Bruno Retailleau dans une colère terrible, terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prévu que Bruno Le Maire puisse revenir au gouvernement. Et ça, on va en parler après, parce que en fait, Bruno Retailleau, il avait d'autres projets, il avait d'autres ministres en tête.
Réaction immédiate de la gauche. Éric Coquerel nous annonçait sur BFM qu'il allait déposer une motion de censure. Bon, est-ce que c'est vraiment étonnant? De l'autre côté, nous avons Jordan Bardella qui, en sous-entendu, pareil, parlait de censure. Il a dit c'est soit la rupture, soit la censure. Vu qu'il n'y a pas eu de rupture, eh bien ce sera la censure. Et les Républicains, eux, que nous ont-ils dit? Ils nous ont fait un communiqué. Alors, c'était hier à 5h23, donc le 5 octobre à 5h23 de l'après-midi. Ils disent bien sûr, nous allons participer au gouvernement, nous serons finalement la béquille du gouvernement. C'est amusant parce que ce sera exactement l'inverse le lendemain. Et il n'y a pas de problème, nous serons le soutien au pilier central, Emmanuel Macron. Finalement, mais quelle différence entre LREM et LR? Si ce n'est qu'il y en a certains qui sont un tout petit peu plus xénophobes que les autres. Mais franchement, la différence, elle est vraiment très minime. Et pourtant, il y avait des divisions au sein de LR. Vous voyez déjà, il y a énormément d'informations. Au sein de LR, vous aviez deux lignes. Vous avez la ligne Bruno Retailleau, hein, on participe, hein, on collabore avec le bloc central macroniste, et de l'autre côté, Laurent Wauquiez qui disait non, il ne faut pas entrer au gouvernement. Alors que s'est-il passé? En fait, en vérité, dès que l'annonce du gouvernement a été faite, donc là vous voyez le tweet qui a fait genre 3,5 millions de vues. C'est le seul tweet de Bruno Retailleau qui sera vu par plus d'un million de personnes en vérité. Parce qu'il a fait un tweet dès l'annonce du gouvernement. À 9h22, on a eu un tweet disant la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Mais Bruno, mais c'est toi qui es ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que tu es en train de tirer sur ton propre gouvernement. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Bon, sous-entendu, hein, les 3 derniers membres qui sont a priori d'ailleurs en fin de vie. Hein, d'ailleurs, il ne faut pas que le projet sur l'euthanasie passe, hein, parce que sinon, on n'aura plus de parti des Républicains. Hein, on sait quel est son électorat et quels sont ses militants. Ces gens-là sont très peu. Hein, et ce n'est pas, je ne veux pas porter d'ombrage vis-à-vis des classes les plus âgées de notre société, qui ont été sans doute celles qui ont le plus contribué à notre système. Mais enfin, il y a aussi une petite partie de cette génération qui étaient des parasites. Et ces parasites, ils votent LR, hein, on va pas se mentir. Bruno Retailleau, donc, a pulvérisé son propre gouvernement. Et que s'est-il passé derrière? Ah mince, j'avais l'info ici. Alors en fait, ce que voulait faire Bruno Retailleau, c'était de nommer. Ah, c'est dommage. En fait, l'objectif de Bruno Retailleau, il voulait que soit nommé ministre, notamment un certain Othman Nasrou. Othman Nasrou, qui a été secrétaire d'État à la discrimination, lutte contre la discrimination. Vous le voyez ici, hein, c'est ce jeune homme que vous connaissez peut-être, qui est secrétaire général des Républicains, qui est le plus proche conseiller de Bruno Retailleau, et il voulait qu'il soit nommé ministre. D'accord, il avait déjà été nommé ministre des secrétaires d'État chargé de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations. C'est assez amusant de mettre une personne qui est d'origine étrangère hein, pour lutter contre les discriminations. Enfin bon, allez, soit, admettons. Othman Nasrou, certains d'entre vous vont me dire oui, c'est un Marocain, mon Dieu, scandale, il est binational. Oui, bon, le ministre de l'économie qui nous était désigné également était binational. Bon, ça pose un vrai problème. Mais le pire problème chez Nasrou, c'est pas tellement ça. C'est que vous le retrouvez ici, hein, avec sa jolie petite tête de premier de la classe, du lycée Lyotais à Casablanca, enfin je veux dire, ça ne s'invente pas. Nasrou, vous le voyez ici, il est quoi? Il est dans la fondation des Young Leaders, d'accord? Les Young Leaders en partenariat avec BNP Paribas et surtout avec Aspen. Aspen, hein, c'est clairement, hein, je vous le mets ici, Aspen, vous voyez ici, le Aspen Institute, hein, avec son siège à Washington, c'est très clairement une fondation d'influence américaine sur le territoire français, en Europe en règle générale, dans laquelle vous retrouvez des Condoleezza Rice et compagnie, et Monsieur Nasrou est là-dedans, d'accord? Donc on est très clairement sur une ligne qui n'est pas une ligne nationaliste française, patriote française, on est sur une ligne pro-américaine, pro-OTAN, libérale et conservatrice. Voilà ce qu'on a, et plus libérale que conservatrice, hein, on va pas se mentir. Donc un mec comme Nasrou, ok oui, il pose problème sur la question de ses liens avec son pays de naissance, mais il y a une autre question qui se pose, c'est ses liens surtout avec l'impérialisme américain qui s'abat sur notre pays depuis 1945. Donc, lui, il voulait, notre cher Retailleau, que Nasrou soit ministre, mais également que François-Xavier Bellamy soit nommé ministre. Ben, aucun des deux n'a été nommé ministre et à la place, il se retrouve avec Bruno Retailleau. Donc, ça a créé la crise que vous avez vue avec le fameux tweet de Bruno Retailleau. Et donc, face à la nomination de Bruno Le Maire, qui a déplu à Retailleau, ce qui fait que du coup, LR allait se retirer de l'alliance avec les Républicains, avec la République En Marche. Donc, qu'est-ce qu'a fait Sébastien Lecornu? Ce matin même, il a annoncé sa démission à Emmanuel Macron.
démission que Emmanuel Macron a acceptée. Jusque-là, vous me suivez. Alors, si vous êtes encore là, mes amis, c'est que vous êtes les plus fidèles des fidèles. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez en dessous, vous mettez un petit cœur, d'accord? Vous mettez un petit j'aime comme ça, vous partagez la vidéo également. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche parce que ça permet de recevoir les notifications dès lors que je publie une vidéo. Mais on continue parce que c'est pas tout. Une fois que notre cher Lecornu a démissionné, en vérité, la question qui se posait, elle est double. Il y a la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais j'ai envie de vous dire, il y a la question de la destitution d'Emmanuel Macron. Il y a la question de la démission, du départ d'Emmanuel Macron. Alors, on a vu des images tout à fait exceptionnelles avec Emmanuel Macron qui marche seul sur les quais de Paris. Bon, si vous voulez, on a vu des rats sur les quais de Paris. Alors pourquoi pas Emmanuel Macron, hein? Vous me direz, je préfère encore Ratatouille, hein, à Macron. Enfin, Ratatouille, évidemment, hein, le cuisinier rat et non pas le ministre de l'Intérieur. Et Emmanuel Macron est seul. Il est seul parce qu'il est isolé. Il est isolé. Il est très certainement en train de réfléchir peut-être à sa démission. Ce qui serait d'ailleurs une démission tout à fait logique. Alors, la fameuse pétition que vous voyez ici sur le site de l'Assemblée nationale a recueilli 160 000 signatures, presque 170 000 sur les 500 000 nécessaires pour demander la destitution du président Emmanuel Macron. De son côté, la France insoumise, par la voix de Mathilde Panot, a demandé exactement la même chose. Elle a demandé, certes, la censure, mais surtout, Macron doit être destitué. Alors, il faut savoir que ça vient même des Républicains. Alors, David Linard, que vous connaissez peut-être. David Linard, c'est le maire de Cannes, d'accord? Je vous mets ici sa petite tête, peut-être que ça vous parlera. Et David Linard, c'est un poids lourd, si je puis dire, des Républicains. Alors, vous me direz, quand on est le poids lourd d'un parti qui fait grosso modo 10% dans les sondages, on représente plus grand-chose, mais enfin quand même. Et David Linard, lui, il apporte une ligne politique qui est très différente de celle de Retailleau. Et je vous lis son tweet qui date donc de ce matin. L'intérêt de la France commande qu'Emmanuel Macron programme sa démission pour préserver les institutions et débloquer une situation qui était incontournable depuis la dissolution absurde. Il est le premier responsable de cette situation. Deux nouvelles législatives devront suivre l'élection du nouveau président à l'issue d'une campagne électorale qui confrontera démocratiquement des projets forts. La Ve République et l'avenir de notre pays sont en jeu. Effectivement, on est dans une crise de régime. Et David Linard, lui, il propose la destitution et surtout la démission d'Emmanuel Macron. Mais rappelez-vous que du coup, le FN se faisait, pardon, le RN se faisait doubler par la droite, en tout cas par le populisme, par LR, puisque le RN, lui, ne voulait pas la démission d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen l'a bien dit, moi je suis respectueuse des institutions. Ben oui, et ben elle est respectueuse des institutions, mais elle a une ligne politique qui est bien changeante, puisqu'il y a maintenant à peu près une heure, notre chère poissonnière des Nains Beaumont, alors j'ai tout le respect pour les gens des Nains Beaumont, moins pour les poissonniers politisés au RN, la démission d'Emmanuel Macron serait sage, la dissolution absolument nécessaire, ce qui sous-entend qu'elle demande et la dissolution et la destitution, en tout cas la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national est sur la même ligne que d'habitude. C'est dissolution de l'Assemblée nationale après démission de Sébastien Lecornu. Logique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le président de la République fasse usage de l'article 12 de la Constitution. Donc là, qu'en est-il du côté président de la République? Alors, très certainement qu'il va annoncer qu'il va rencontrer le président du Sénat, puis ensuite la présidente de l'Assemblée nationale, donc Monsieur Larcher. Hein. Alors Monsieur Larcher, s'il rencontre le président de la République à l'Élysée, hein, ça ne passera pas inaperçu parce que Monsieur Larcher ne passe pas inaperçu. Hein. Et Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, ensuite, n'ayant pas obtenu hein, le poste de Première ministre, hein, puisque c'est ce qu'elle voulait, eh bien, ira sans doute voir notre cher Emmanuel Macron pour dire « Mais s'il te plaît, essaye, je vais y arriver, moi !» Et puis il lui dira « Bon, je te consulte pour l'article 12, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections. » Alors, les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Ça veut dire que nous serons aux urnes dans un mois et demi. Voilà, grosso modo, hein, il y a en tête, réservez la date. On aura des élections au mois de novembre ou tout début décembre si vraiment il fait traîner l'affaire. Mais voilà ce sur quoi on est parti. Maintenant, est-ce que ces élections vont donner des résultats intéressants? Je vous rappelle qu'aux dernières élections législatives, nous avons eu un bloc anti-RN, bon, qu'on peut juger légitime ou pas. Ça pose des questions, très clairement des questions démocratiques, mais bon, finalement, ce n'était pas non plus antidémocratique que des candidats se retirent au profit soit de La République En Marche, soit de la LFI, pour éviter qu'un candidat RN soit élu. Bref, il est très improbable que ces barrages subsistent. D'accord? L'alerte antifasciste commence un petit peu à se défaire, d'autant plus qu'on voit un nouveau barrage se former,
qu'il y a une espèce de barrage anti-LFI. Alors, vous avez une enquête qui dit que 58% des Français se disent prêts à faire barrage à la France insoumise, contre seulement 46% face au Rassemblement national. Donc, ça veut dire que le chantage à l'antisémitisme, parce que c'est de ça dont il s'agit, du conflit israélo-palestinien, le chantage à l'antisémitisme a extrêmement bien marché, et il est passé du père Le Pen, qui parlait de la solution c'était quoi, c'était du rafour crématoire ou un truc comme ça, donc de l'antisémitisme du père Le Pen qui n'avait plus qu'un œil, à l'antisémitisme de LFI qui n'a plus qu'un neurone. Voilà, donc ça a été transmis sans aucune difficulté. Et donc maintenant, le grand parti anti-système, grand méchant loup de notre système républicain, ce serait donc la France insoumise. Et les Français risquent de faire bloc à la France insoumise. Qui donc veut dire qu'il n'y aura pas de barrage républicain contre le RN. Deuxième chose, ce qui veut dire qu'il y a une cooptation aussi, et on va le voir dans les prochains temps, une cooptation du RN par l'élite, donc par les plus riches. Alors on le voit déjà avec des Bolloré, des Stérins, la grande bourgeoisie nationale, ou plutôt anti-nationale, parce que c'est une grande bourgeoisie ultralibérale, pro-américaine, d'accord. C'est pas une bourgeoisie protectionniste. Si c'était une bourgeoisie protectionniste, ils choisiraient pas le RN, puisque le RN n'est pas protectionniste. Mais cette grande bourgeoisie internationale, qui est grosso modo, je vous le résume, c'est moins d'impôts, moins d'arabes. On va pas se mentir, moins d'impôts, moins d'arabes. Voilà le programme de ce que devrait être le parti idéal de cette bourgeoisie. Eh bien, ils sont en train de coopter le RN, qui d'ailleurs a totalement changé, plus de sortie de l'euro, plus de sortie de l'OTAN. Tout ce qui pouvait menacer les intérêts d'une grande bourgeoisie et redonner du pouvoir d'achat justement aux gens des nains Beaumont et aux classes populaires a été retiré petit à petit du programme du Rassemblement national. Comme ils vont abandonner la retraite à 60 ans, comme ils vont abandonner absolument tout ce qui devra être abandonné pour arriver au pouvoir. Leur principal objectif, c'est d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, si Marine Le Pen a été portée en tant que responsable du Rassemblement national à la place de Gollnisch, l'objectif, c'était bien d'arriver à tout prix au pouvoir. Donc, ils vont retirer tout ce qu'ils peuvent de leur programme pour pouvoir y accéder. Donc, entre la cooptation des élites, d'accord, du RN par l'élite elle-même, la diabolisation de la France insoumise, forcément, il n'y aura plus de barrage républicain. Donc, on va voir vraiment trois camps bien séparés en principe, au début, trois camps bien séparés, donc on verra la gauche, le centre, le RN, peut-être avec quelques alliés LR. Et là, dans ce phénomène-là, a priori, ce qui va se passer, c'est la réalisation de ce que disent les sondages. Moi là, pour le coup, autant les sondages la dernière fois, je n'y croyais pas, autant là, je pense que c'est plausible, que c'est vraiment possible. Le RN est donc donné à 34% devant la gauche. Le NFP uni, attention à ce qui n'est pas dit, parce que rappelez-vous qu'Olivier Faure, tout ça, il y a une grande inimitié ces derniers temps. Le NFP uni est à 24%. Le bloc central, donc ce que j'appelle ensemble, donc LREM et LR, donc sont à 12 et 14%, donc c'est-à-dire 26%, grosso modo. Donc on arrive grosso modo aux 3 tiers. À noter quand même quelque chose d'intéressant, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, fait quand même 3,5%. D'accord, 3,5%. Ça reste un petit réservoir, pas un gros réservoir, mais un petit réservoir de voix pour le RN en cas de second tour. Si vous avez des circonscriptions à 3 candidats, ce qui arrive fréquemment depuis maintenant quelques années, si vous avez des circonscriptions à 3 candidats au second tour, s'il n'y a pas de retrait de l'un ou de l'autre, cela veut dire très clairement que le RN passera. Donc, à mon sens, le RN aujourd'hui a la capacité, oui, d'avoir la majorité, peut-être pas absolue, mais encore une fois une majorité simple, très forte, à l'Assemblée nationale. Et si c'est le cas, je ne vois pas Emmanuel Macron pouvoir refuser de nommer Bardella à Matignon. Ce qui serait aussi l'occasion, jusqu'en 2026, de lui démontrer que son programme est nul, qu'il est mauvais, qu'il est inculte. Alors, est-ce qu'il est plus inculte qu'un Gabriel Attal? Oui, et pourtant, c'est pas facile. Pourtant, ça commence à être compliqué. Mais pour démontrer qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas bon. Il ne sera pas bon. Il n'est pas cortiqué, il lui manque de culture, il lui manque. Par contre, il est très bon sur les plateaux. Mais être une bête de plateau, ça ne fait pas être une bête de gouvernement. Donc, l'option, après c'est mon point de vue, mais on verra ce que ça donne. L'option qui me paraît la plus plausible, c'est RN, premier parti de France. Deuxième chose, Bardella à Matignon. Et Macron va essayer d'user Bardella, comme à l'époque Mitterrand avait essayé de le faire avec Chirac, d'user la droite à cette époque-là pour montrer qu'ils étaient pas forcément suffisamment bons pour ensuite regagner les élections en 88. C'est ce qu'avait réussi à faire notre cher François Mitterrand.
Je pense que, Emmanuel Macron, se pense en Florentin, il se pense en François Mitterrand, sauf qu'il oublie qu'il n'a pas la roublardise ni l'intelligence d'un François Mitterrand. François Mitterrand qui est un personnage accessoirement détestable, détestable, il faut le dire, qui a fait beaucoup de mal et à la France et je ne parle même pas de ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie. Donc, mes amis, voilà, j'espère vous avoir fait un petit retour sur la situation, un résumé rapide, hein, parce qu'il a fallu quand même suivre toutes les étapes, il y en a eu quand même un certain nombre, et j'espère vous avoir donné quelques éléments de compréhension de la situation. Ce que je vais vous demander en échange, c'est quoi? C'est d'aller en dessous, vous mettez un petit j'aime, comme ça, un petit pouce bleu, comme ça m'aide un petit peu, un petit commentaire, pourquoi pas, et abonnez-vous surtout de telle manière à ce qu'on puisse arriver aux 60 000, 70 000, 80 000. Alors, dernière, des petites informations sur la chaîne, j'ai fait des invitations récemment à plusieurs personnalités, une qui maintenant est aux abonnés absents. Je me permettrai de la citer pour que vous en soyez tout à fait informés, puisque du coup je n'ai plus du tout de réponse de son équipe depuis quelques jours. Bon, j'attends de voir, mais je citerai la personne parce qu'il faut quand même aussi dire qui accepte de venir et qui n'accepte pas de venir. Et une autre personne qui accepte de venir, mais dont les conditions techniques doivent être encore fixées. Donc voilà, bon, je suis en train de faire partir des invitations à des personnages qui vont vous plaire, je pense, beaucoup. Mais évidemment, tout cela demande un peu d'organisation. Mes amis, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.